Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la 9e semaine de sensibilisation à l'infertilité, nous avons vraiment voulu parler des expériences qui se font depuis longtemps dans certains centres, plus récemment pour d'autres, sur des propositions en lien avec le bien-être, la créativité, le mieux-être, et que les patientes ne soient pas juste dans une approche totalement médicale, mais qu'on puisse proposer, enfin que les centres proposent euh, des soins de support non conventionnels. Alors on sera peut-être amené à définir un peu ce que c'est. Donc ce matin, excusez-nous de notre retard. Et puis de cette voix qui ne me permettrait pas de chanter, par exemple, Gwenola, ou alors pour faire des sons bizarres. Donc ce matin, je suis ravie de recevoir quatre femmes. Gwenola Keromnes, vous êtes la responsable du centre d'AMP des Diaconesses. Je vous laisserai vous présenter un peu plus dans les détails si vous voulez. Madame Déborah Zacco, vous êtes psychologue au centre d'AMP des Diaconesses. Aurélie Balou, vous avez été patiente au centre d'AMP des Diaconesses. Et Valentine Gouget aussi. Et vous avez fait vous nous raconterez ce que vous avez fait dans le cadre de ce qui est proposé au centre d'AMP des Diaconesses. Donc, comme d'habitude, pour les spectateurs, si vous avez des questions, vous les posez à l'écrit. Et puis, on va commencer. Déborah, Déborah, Gwenola, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui est proposé au centre d'AMP des Diaconesses et surtout pourquoi ça a été mis en place? Puisque un centre d'AMP, normalement, il fait du soin médical. Et là, voilà. Et je pense que les diaconesses sont un peu, proposent des choses depuis très longtemps sur cet angle créativité, bien-être. Oui, merci Virginie. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup à Virginie Rio de nous faire participer à cette table ronde. Et merci à tous les participants, à Aurélie Balou et à Valentine Gouget d'avoir accepté en tant que patiente de participer à cette table ronde. Donc, le centre de fertilité des diaconesses prend en charge les couples infertiles, mais aussi les couples de femmes et les femmes seules hein, pour l'AMP. Et pour favoriser aussi la fertilité naturelle, donc on est amené à faire des stimulations d'ovulation, de la chirurgie de fertilité, mais aussi de l'aide médicale à la procréation, c'est-à-dire les inséminations intra-utérines et la fécondation in vitro. On est un centre assez gros, on fait environ 1300 ponctions par an. Et notre caractéristique, c'est qu'on est un établissement ESPIC, un établissement de santé privé d'intérêt collectif, c'est-à-dire que les patientes ne payent pas de dépassement d'honoraires. On est en secteur 1 et on fait vraiment la même activité que l'hôpital public. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Donc, on est constitué d'une équipe clinique et biologique. Dans l'équipe clinique, c'est l'équipe du groupe hospitalier Diaconesse Croix Saint-Simon. Donc, il y a des médecins, gynécologues, andrologues et biologistes. Et puis, il y a aussi des sages-femmes qui sont présentes dans le centre, des infirmières, aides-soignantes, deux psychologues. On a beaucoup de chance d'avoir un temps psychologue voilà, assez important. Et puis, bien sûr, nos secrétaires. Et au niveau biologique, donc on a deux biologistes, trois techniciennes de FIV, et c'est le laboratoire Drouot, qui est un laboratoire privé, qui est notre biologiste pour le centre d'AMP. On est très en lien, bien sûr, avec le service de la maternité dans le pôle maternité-fertilité. Et il est vrai, comme tu le disais, Nick, que l'accueil et l'accompagnement des patients est au centre de notre prise en charge depuis de nombreuses années. L'impulsion a commencé avec l'ancienne psychologue du centre, qui est donc Alix Franceschi-Léger, qui, avec l'ancien chef de service, Lionel Larue, ont vraiment donné cette impulsion il y a déjà 10-15 ans, et notamment en concret, donc a été mis en place à peu près parallèlement une formation à la conversation hypnotique hein, pour tous les personnels du centre, que ce soit de l'agent d'accueil au brancardier, au personnel du bloc opératoire pour la ponction ovocytaire,
aux infirmières qui sont en UK ensuite pour les heures qui suivent la ponction, bien sûr aux sages-femmes, aux infirmières du centre et aux médecins. Donc tout le personnel et tous les nouveaux personnels arrivants sont formés à la conversation hypnotique. Cette manière de trouver les mots et d'exprimer les phrases d'une certaine façon est vraiment importante, je pense, pour le ressenti des patientes. Donc voilà, ça, on est très sensibilisé à ça. Et cette formation, on l'a tous eue en 2014, puis en 2017, puis les nouveaux arrivants l'ont aussi. Donc je vais bien faire attention à ce que ça continue, parce que c'est assez important. La deuxième chose qui avait été mise en place dans les mêmes années 2016-2017, c'est le site internet du centre de fertilité qui a été écrit par le docteur Larue, mais qui a été relu par la psychologue, donc Alix Léger, et également qui a été totalement relu par une patiente du centre. Donc voilà, la tournure des phrases, je pense que le ton a été étudié hein, pour que ça parle plus facilement aux patients. Et puis la troisième chose qui a été mise en place et qui est vraiment un soin de support, c'était le premier atelier en mouvement qui a été mis en place sous l'impulsion d'Alix Léger. C'était une danseuse qui s'occupait du coup de cet atelier en mouvement. Et le but de cet atelier était vraiment pour les femmes. Là, c'était réservé aux femmes. C'est vrai que voilà, c'était plus pour les femmes du centre, d'essayer de se réapproprier un peu son corps, de se sentir mieux dans ce corps qui est du fait de l'infertilité, du fait de la non-conception, ce corps est meurtri. L'utérus semble ne pas servir à grand-chose en fait, hein. Il est meurtri par le fait de non enfanter, mais également par les injections qui peuvent être faites au cours des traitements, par les ponctions ovocytaires aussi, qui sont des actes invasifs hein, pour aller chercher les ovules lors des ponctions. Donc l'idée, c'était voilà, de se réapproprier ce corps un peu meurtri, de se sentir mieux dans son corps. Voilà les différentes choses qui ont été faites déjà depuis un moment, depuis en gros de 2016. Ce premier soin de support a été mis en place. D'accord. Est-ce que, est-ce qu'il y a donc une évaluation qui est faite, je pense, auprès des patientes sur ces propositions qui restent des propositions. C'est-à-dire que vous présentez tout ce qui est fait sous cet angle-là et les patientes choisissent vers ce, vers ce elles ont envie d'aller. Oui, Virginie, je vais vous aider un petit peu. Donc, alors, je vais vous dire les différents soins de support qu'on propose actuellement. Donc, on propose de l'art-thérapie avec de la musicothérapie à travers le chant. Cet atelier de chant, il a été créé il y a 2 ans environ. Il est animé par une chef de chœur donc, qui s'appelle Pauline Corbaz, qui est vraiment exceptionnelle. Donc, il y a cet atelier de chant. Il y a aussi un atelier qui est un atelier de modelage de l'argile, qui est animé par notre psychologue et art-thérapeute Déborah Zacco, actuellement présente sur la table ronde, qui va forcément vous expliquer en détail cet atelier et les bienfaits de cet atelier. On propose également des séances d'acupuncture depuis peu par une sage-femme du centre hein, qui s'appelle Camille Fournier. Et ces séances ont beaucoup de succès. Ça a commencé il y a 2 mois. Il y a aussi de l'ostéopathie qui est proposée. Et également, on a continué l'atelier en mouvement avec une nouvelle personne hein, qui s'appelle Marie Dauphin et qui propose une méthode qui s'appelle la méthode Feldenkrais. Et puis par ailleurs, mais je laisserai Déborah, Sacco, notre psychologue, hein, l'évoquer, tout cet accompagnement qu'on propose, qui est vraiment proposé, hein, est chapeauté totalement par nos 2 psychologues, donc Déborah Zacco et Ève Espinas, qui proposent bien sûr des consultations psychologues pour les personnes soit seules, soit en couple, qui proposent des groupes de parole et qui proposent également des groupes de parole avec les sages-femmes du centre, notamment avec Marie-Ange Besançon, sage-femme du centre, groupe de parole quand les HCG, donc le test de grossesse, est positif pour s'approprier la grossesse qui arrive enfin, à laquelle on n'est finalement pas forcément si préparé que ça, et des groupes de parole pour les tests de grossesse bêta-HCG négatifs.
Voilà. Donc, on propose tout ça au centre. Et donc, vous me demandiez, alors moi, je l'évoque et je le propose. J'essaie de le proposer maintenant et de l'évoquer, en tout cas, dès la première consultation. Pourquoi? Mais parce que quand les patientes arrivent au centre, patientes et patients, ça fait souvent en moyenne, ça fait 18 à 24 mois que Ah les oui. patientes ou patients sont en cours d'essai ou souhaitent avoir un enfant. Ils sont déjà dans un niveau d'anxiété, de stress et de désarroi important. Et donc, je pense que c'est important de proposer déjà ces soins de support dès le début. Il est vrai que je le propose de manière peut-être un peu plus appuyée quand il y a des échecs, quand je sens les personnes avec un moral qui diminue franchement. Je le propose de manière un peu plus appuyée. Ouais. Aurélie et Valentine, est-ce que vous avez choisi d'aller au Diaconesse parce que vous aviez connaissance de ce qui était proposé ou vous avez découvert une fois sur place tout ce qui était proposé et vous y êtes inscrite? Moi, j'ai découvert, c'était par praticité. Les diaconesses, je ne connaissais pas du tout. Et donc, c'est vraiment une grosse découverte quand je suis arrivée et ça m'a été proposé à la première consultation. Et alors vous avez trouvé ça Ah bah, intéressant, complètement, iconoclaste? complètement, parce qu'effectivement, ça faisait déjà plusieurs mois, voire années qu'on essayait. Et j'étais assez fragile, donc j'ai tout de suite senti que j'en aurais forcément besoin et que ça allait être un plus dans mon parcours. Et pour ma part, je suis aussi arrivée au diaconesse sans savoir qu'il y avait tout ça qui était proposé, mais c'était mon médecin qui m'avait conseillé vivement ce centre, donc j'imagine pour ces raisons-là, en fait, sans me le dire. Et j'ai aussi pu profiter de ces activités, notamment le chant, où on est pas mal allé avec Aurélie, Ouais. euh, mais qui étaient vraiment des moments hyper important dans la semaine qui permettait un peu de se vider la tête, de se défouler le corps aussi. Et c'était voilà, très positif. Ouais. Et Madame Zacco, alors vous en tant que Oui, professionnelle de l'accompagnement, de la prise en charge psychologique, il y a mm, la prise en charge psychologique avec les mots tout et à puis la fait. prise en charge psychologique qui va s'appuyer sur des supports différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Tout à fait. Bah, les parcours en PMA, c'est des parcours qui sont souvent longs et qui sont rythmés par de l'incertitude et des oscillations entre des moments d'espérance et d'échec et comment remobiliser ces moments d'espérance. Et ces oscillations, elles sont parfois très fatigantes, très difficiles et sources de souffrance, d'isolement, voilà, de difficultés de communiquer avec les autres. Voilà, et de passer dans un parcours de PMA, déjà la bascule, je trouve que elle met en lumière ces souffrances-là et elle met en lumière aussi le corps qui est mis en échec, qui est un peu infantilisé, très observé, examiné, c'est ce que disait Gwenola aussi tout à l'heure. Il y a les examens multiples, c'est ce corps qui est, parfois j'entends ce corps comme s'il était périmé, un vécu de corps périmé qui ne sert à rien, qui est dépossédé, qui est dépossédé un petit peu de ce désir d'avoir un enfant, de procréer, et les traitements qui régissent et organisent la vie et qui fragilisent. Et cette incertitude qui met dans une insécurité et dans un manque de contrôle et parfois un désespoir. Donc nous, on voit les patients déjà pendant, on a une réunion d'information qui permet à tous les couples de s'informer des parcours quand ils rentrent en parcours de PMA au Diaconesse. Et donc pendant cette réunion qui est assez longue, qui dure au moins 2 heures, on informe sur les traitements, sur ce qui se passe et aussi sur tous les accompagnements. Et on peut exposer voilà, que bah, il y a tout ça qui est proposé.
Et c'est à chacun de s'en servir quand il en a besoin. Et c'est une façon de devenir un peu acteur de son parcours et pas que régi sous les traitements ou sous les échecs, des nouveaux processus et comment on peut se remettre un petit peu en route. C'est pouvoir aussi avoir une sorte de mainmise dans ce parcours-là. Et c'est comme ça qu'on l'a pensé. On s'est dit qu'il y a le côté médical, mais il y a aussi tout ce qui peut accompagner les patients au niveau individuel ou au niveau du couple, parce que c'est des espaces qui peuvent être partagés aussi en couple, quand on est en couple, et où on peut être aussi, on peut avoir cette sensation d'être soutenu un peu autrement. On va à l'hôpital, mais pas que pour du médical. On va à l'hôpital pas que pour son corps observé au niveau des traitements, mais pour faire quelque chose de son corps. Et souvent, cette incertitude, elle peut figer et elle peut mettre dans quelque chose de l'ordre de la sidération, de l'effroi, et on se sent complètement en dehors du contrôle, en dehors de la maîtrise, et un petit peu en dehors de ce processus. Et ces soins de support, ils permettent de se retrouver dans une action, dans une incertitude créative. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on voulait soutenir, c'est de pouvoir remettre ce mouvement-là, qui était un mouvement voilà, que chacun peut utiliser, venir à un groupe de parole, rencontrer du monde aussi, et pas forcément que du monde dans l'échange sur son parcours, mais aussi dans des moments comme le chant, comme le modelage, où on partage un temps où on est dans le présent, où on s'ancre dans le présent et on s'ancre dans le corps, dans la sensation, dans ce qu'on ressent soi, de bien, de mal, d'agréable, de désagréable, et de faire des expériences un peu différentes. Voilà. Et c'est vraiment de pouvoir impulser ce mouvement dans la création, dans quelque chose qui est de l'ordre du jeu aussi et euh, du différent, de l'incertain différent que de cet incertain qui pétrifie. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on l'a pensé. Et j'imagine que ça doit pas être forcément simple pour tout le monde de tout de suite se dire, ah bah tiens, il y a des chouettes propositions, on y va. Il peut y avoir un petit moment de flottement où on se dit, oh là là, c'est bizarre, ou qu'est-ce que je fais? Enfin, est-ce que vous constatez ça et les gens, que vous voyez les gens se transformer presque dans leur relation à ce qu'ils sont en train de vivre Oui. dans le centre? Alors, il y en a qui, voilà, c'est ça qui est important aussi dans cette réunion d'information, c'est de pouvoir dire qu'il y a tous ces accompagnements et on peut s'en servir quand on en a besoin. Ça peut être en tout début de parcours, quand on bascule en PMA, parce que c'est un moment qui est fragilisant, qui remet en question bah, ce désir de procréation, d'avoir un enfant, comment on fait un bébé, et on le fait autrement, avec un tiers, et pourquoi ce tiers, etc. Ou ça peut être après un échec, ça peut être à un moment où bah, on a besoin de se sentir accompagné. Après, voilà, nous on voit des patients parfois en entretien psychologique. On peut les recevoir en groupe de parole, en atelier de modelage, ou on sait qu'ils vont à l'atelier de chant. Et vu qu'on a quand même des réunions avec toutes les personnes qui régissent ces espaces, on sait que on fait un travail qui est aussi pluridisciplinaire. Et c'est pas juste des moments à droite, à gauche, c'est un accompagnement d'un parcours dans sa globalité. Voilà. Et effectivement, c'est se sentir maître de son parcours. C'est comme si en fait, moi j'aime bien l'idée de former sa petite équipe de ce qui fait du bien. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être à l'extérieur aussi, hein. Il y a pas mal de patients qui ont déjà des prises en charge à l'extérieur, mais c'est de pouvoir avoir des lieux ressources, des petites bulles de ressources dans lesquelles on peut puiser. Et l'hôpital en offre certaines. Et s'il y a des moments où on en a besoin, c'est de pouvoir aller puiser dans ces bulles-là. Alors justement, Valentine, vous avez créé des choses à partir de votre expérience au Diaconesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, déjà, je voudrais juste réagir, mais parler du fait que le lieu l'hôpital devient autre chose que l'hôpital quand on vient faire ces activités. C'est vrai que j'avais pas trop pensé, mais c'est un endroit où finalement on se sent, oui, ça
traverser le petit jardin pour aller à la chapelle, pour aller à l'atelier chant, en fait, ça fait que ce petit jardin, on l'aime bien, quoi. Alors que les autres fois, on le traverse pour aller au rendez-vous et on aime moins, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à cette dimension du lieu, mais qui me parle énormément. Et comme la question de former son équipe, et d'avoir sa petite, voilà, d'avoir ces petites ressources à disposition, c'est aussi hyper important. Et je voulais juste rajouter que l'aspect de la rencontre et de la communauté était pour moi aussi quelque chose d'assez fort dans ces moments-là. C'est-à-dire que c'est aussi des moments où on se retrouve entre patientes et d'habitude on se croise, c'est toujours dans des moments pas très agréables, où on ne se parle pas, on se regarde à peine, ou on se sourit un petit peu comme ça, mais un peu gêné. Et c'est vrai que avoir des moments où on partage autre chose, ça permet de créer une communauté, de se sentir entouré et pas seul en fait. Et enfin, je pense que c'est aussi un aspect important de ces ateliers. Et effectivement, moi, au cours de mon passage au Diaconesse, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin dans cette découverte de cette communauté. Et du coup, j'ai essayé de, au contraire, rencontrer exprès des gens, ce qui n'était pas évident au démarrage, pour discuter entre patientes. Et donc, j'ai réalisé une sorte de création radiophonique dans laquelle on entend une patiente évoquer son parcours. Mais derrière ce petit extrait, en fait, il y avait plusieurs rencontres, notamment la rencontre d'Aurélie, qui était la première patiente que j'ai rencontrée. Et, et l'idée, c'était ça, de faire voir au monde extérieur cette communauté qui existe. Euh, pour moi, je visualisais beaucoup le parcours en PMA comme une petite bulle secrète qu'on vit. Et en fait, tout le monde autour vit sa vie sans s'en rendre compte. Et j'avais envie que les gens puissent savoir que le matin, à 7 heures, dans une petite salle à l'hôpital, il y a une vingtaine de personnes qui attendent pour faire une prise de sang, et que voilà, après elles courent pour aller au travail. Et je trouve que voilà, j'avais envie de l'exposer, et pour aussi que les femmes qui le vivent puissent se sentir enfin, appartenir à cette communauté, même si elles la voient pas au quotidien, quoi. Voilà, et tout ça avec le soutien de l'hôpital. Euh, on peut retrouver d'ailleurs, je crois, la création radiophonique sur le site internet de l'hôpital. Et, et par rapport au site internet, c'est vrai que moi, j'ai découvert les activités via le site internet, et c'est super. Vraiment toutes les informations, si on regarde. Voilà. Je ne sais pas si c'était ça que vous... Ah si, si, C'est si. ce que j'évoque. Voilà. Et Aurélie, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais enfin, je confirme tout ce que Valentine peut dire. C'est vrai que le fait de pouvoir participer à des ateliers, à des choses où on ne va pas parler de notre problématique, on va juste se rencontrer, parler en tant que femme, et on va enfin oser en fait communiquer, et ce qui fait que ça crée du lien. Et maintenant, encore aujourd'hui, je continue de côtoyer. J'ai créé des vraies amitiés avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées s'il n'y avait pas eu ces ateliers. Parce que c'est vrai que dans cette fameuse salle d'attente numéro 6, bah, on se regarde, on se sourit, on n'ose pas trop enfin, prendre la parole ou provoquer l'échange. Enfin, j'ai essayé de le faire, mais des fois, c'est un peu compliqué parce on est la tête dans le guidon, on a la prise de sang à faire, on a l'échographie à faire, et après, on file au travail, comme le disait Valentine. Et c'est vrai que ça crée cette petite bulle, cette communauté. Et c'est aussi, moi, je le prenais, le fait de faire les différents ateliers. Alors, moi, j'ai fait le modelage aussi. J'ai été au groupe de parole, au groupe de soutien négatif. Et c'est vrai que c'est comme une routine.
sur les moments aussi un peu d'attente entre des protocoles, ben, il y a plus ce rituel où pendant la période d'attente des 15 jours, où, ben, est-ce que enfin ce protocole a marché? Est-ce que je vais enfin porter la vie en moi? Et de pouvoir aller dans ces groupes, de pouvoir aller une fois par semaine au champ, de rencontrer ses copines euh, et juste de rigoler entre nous, de chanter, même si on chante faux ou pas faux ou machin, au moins on vivait un moment. C'était comme une petite routine euh, chaque jeudi soir pour le chant et le mardi pour le modelage. Et c'est vrai que c'était très, très important pour moi parce que j'avais ce sentiment de poursuivre un peu mon parcours, même si j'étais dans l'attente. Donc ouais, c'est, c'était un plus pour moi, en tout cas, dans ce parcours, les ateliers. Et maintenant, bah, j'ai des nouvelles amies. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très fort et merci aux diaconesses. C'est c'est l'effet village, Gwenola, l'effet on se connaît, on se regarde, on peut même se toucher éventuellement et on partage des moments en commun. Et alors la grande question c'est est-ce qu'il y a un impact sur les résultats de l'AMP ou est-ce que il y a une étude qui avait été publiée avant l'été, je crois, par les Schreux sur l'impact de l'accompagnement psychologique. Et ils avaient compilé tout un tas de résultats d'études et ils avaient dit, euh, on ne peut pas dire que l'accompagnement psychologique, là qu'on résume tout ce que vous faites, c'est pas, voilà, euh, impacte les résultats, mais en tous les cas, il impacte la qualité du chemin, la qualité du vécu. Et rien que pour ça, eh ben, il faut en parler, il faut le mettre en place. Oui, alors, vous m'entendez bien? Oui. Parce que j'ai changé un peu d'installation. Ok. Je pense que, alors, l'histoire, ce que tu m'as dit au début, donc l'histoire du village, etc., ça, c'est vraiment les patientes qui s'en emparent ou pas et qui créent ces liens. Donc, typiquement, Aurélie Ballot, Valentine Gouget ont vraiment créé tout un lien, un groupe, etc. Et c'est elles qui font vivre ça, bien sûr, hein. Après, est-ce que ça va vraiment augmenter les résultats en AMP? On n'en sait rien, bien sûr. On a quand même une petite idée. En diminuant l'anxiété, parce que c'est évident que ça diminue l'anxiété, le stress, en recréant du lien avec d'autres personnes, avec des professionnels qui s'occupent de ces activités, qui ne sont pas des médecins. Donc ça crée du lien, ce qui est très important pour nous, être humain, être de relation, et surtout pour les patientes et les patients en AMP qui ont souvent rompu des liens du fait de l'infertilité. Souvent, alors pas tout le temps, mais beaucoup de personnes s'isolent un peu devant ces difficultés, diminuent un peu les relations sociales, même avec les amis, n'en parlent pas forcément autour d'eux, sortent moins et sont en isolement relatif, on va dire. Donc une partie du lien est rompue. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est essayer de continuer à, voilà, à avoir vos liens, à avoir vos amis, essayer de leur en parler, parce que c'est extrêmement important. Mais nous, on a créé aussi ces ateliers en pensant à ce lien, essayer de créer un autre lien, mais quand même que les patientes et les patients soient moins isolés. Donc voilà, ça, c'est super important. C'est sûr que ça diminue l'anxiété et le stress. Le chant, c'est évident, il y a plein d'études qui l'ont prouvé. L'art-thérapie, l'intérêt de l'art-thérapie, c'est que ça remet quand même le patient en sujet désirant, en sujet qui va prendre, qui va créer des objets ou des choses. Et ça redonne confiance en soi aussi. Euh, Ça permet de revaloriser l'estime de soi. Donc tout ça, ça me semble vraiment très important. Et donc, en étant mieux dans sa peau, en se sentant mieux, en ayant plus confiance en soi et en diminuant son stress, il est très probable que les traitements marchent mieux et qu'on soit dans de meilleures prédispositions pour que la grossesse arrive. Alors moi j'ai une question aussi pour Déborah.
est-ce que vous constatez aussi un impact sur les professionnels eux-mêmes? C'est-à-dire, là, les ateliers sont adressés aux patients, mais est-ce que les professionnels qui travaillent au Diaconès ont aussi bénéficient finalement aussi de cette... alors, comme disait Gwenolo au début, il y a les formations spécifiques, mais est-ce que cette ambiance crée aussi des conditions de travail qui sont... Alors, je pense que c'est des espaces qui intriguent beaucoup les soignants. Il y a certains soignants qui ont testé l'atelier modelage parce qu'ils avaient envie de voir ce que c'était, parce que il y en a beaucoup qui ont envie de participer, qui ont ce désir. Alors, après, c'est des ateliers qui sont un peu en dehors des temps de travail, donc c'est plus compliqué pour certains de participer. Il y a plusieurs médecins qui sont venus hein, et qui ont pu bénéficier de ce temps. Et puis, il y a la chorale du centre pour les soignants, donc on en bénéficie aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler en équipe et pas que autour du médical. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir des lieux où on peut orienter aussi les patients, on peut les indiquer pour qu'ils aient cette sensation d'être accompagnés un peu autrement et d'avoir des possibilités de leur offrir du confort. Ces zones de confort et de lien avec d'autres patients. C'est de pouvoir lutter contre l'isolement, lutter contre des moments de souffrance et d'avoir des solutions à leur donner, ou en tout cas des espaces qui peuvent leur convenir. Et de pouvoir avoir un panel comme ça, je pense que pour tous les soignants, c'est aussi confortable de pouvoir observer les patients un peu autrement aussi, de pouvoir les accompagner autrement quand on se sent un petit peu à la limite de ce qu'on peut leur proposer au niveau médical, de se dire que il y a dans un espace comme le chant, comme le modelage ou comme les entretiens psychologiques, il se passe des choses, que les patients se sentent bien accompagnés, qu'on peut les rencontrer aussi un peu autrement. C'est assez réconfortant pour les soignants. Se dire, on n'arrive pas seul à cet accompagnement-là. Il y a toute l'équipe derrière qui est en support aussi. Donc voilà, je pense que le, l'image du village, ça va pour les patients, mais ça va aussi pour les soignants. De se dire, il y a des staffs avec les accompagnements, avec ceux qui organisent les accompagnements, et d'avoir dans un staff une chanteuse, une chef de chœur, c'est un peu différent. Ça bouscule aussi, et c'est ça qui est très très riche, c'est de pouvoir rencontrer les patients autrement. Et je le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Là, il y en a une. Est-ce qu'après ces ateliers, ce que vivent les patientes, et ce que vivent les patientes, les professionnels de santé changent-ils leur discours en fonction, prennent en compte le vécu? Alors, je pense que vous ne changez pas, c'est-à-dire que de toute façon, c'est inclus dans votre manière d'être en relation avec les patients, il est d'emblée sous cet angle-là. Oui, Et, c'est exactement ça, oui. Mm. Je pense qu'on on essaye tous hein, de prendre en charge de manière globale le couple ou les patientes qui sont devant nous. Et on prend en compte l'ensemble, c'est-à-dire le contexte médical pur, toutes les comorbidités, l'hygiène de vie, et puis cet aspect psychologique et accompagnement très développé parce que ça nous semble extrêmement important. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on développe autant ça aussi. Il faut savoir que les traitements en AMP marchent pas si bien que ça, hein. Vous savez que sur une FIV, en moyenne, il n'y a que 20% d'accouchements hein, suite à une ponction en moyenne nationale. Donc, bien sûr, si la FIV marchait à 100%, je pense que ça irait plus rapidement, les parcours, et on n'aurait pas autant besoin de cet accompagnement. Donc, l'accompagnement, il est important pour ça aussi. Euh, mais je pense que vraiment l'accueil et l'accompagnement sont primordiaux, quelle que soit la discipline dont on parle, mais particulièrement en fertilité ou dans des maladies chroniques complexes, impactant beaucoup l'anxiété et le stress.
Et est-ce que je sais qu'il y a d'autres centres d'AMP qui développent par exemple des ponctions sous hypnose. Est-ce que vous faites ça au Diaconesse ou pas? Alors, hum, on, on essaye, il y a quelques professionnels qui sont formés à l'hypnose. Et alors, les ponctions sous hypnose, c'est vraiment les anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes qui doivent pratiquer cette hypnose. Comme ils ne sont pas tous formés, en fait, on ne peut pas tabler sur ça. Alors, on a un médecin dans l'équipe formé à l'hypnose, mais comme c'est elle qui ponctionne, je veux dire, elle ne peut pas ponctionner et faire l'hypnose en même temps, c'est pas sérieux, c'est trop dur Mhm. pour elle, là. Ouais. Donc, il faudrait que tous les infirmiers anesthésistes et anesthésistes qui font les ponctions soient formés. Moi, je trouve que c'est génial. L'hypnose, se dire qu'on se passe de produits sédatifs, de produits anesthésiants, c'est formidable. Alors nous, on fait une anesthésie progressive que je trouve assez bien, qui est une anesthésie locale suivie d'une sédation si nécessaire, avec toujours cette conversation hypnotique qui accompagne et vraiment le geste centré sur la patiente. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'on développe aussi l'hypnose autour de la ponction. Mais il faut savoir que ce qui est très hypnotique aussi, c'est de chanter pendant les gestes techniques d'AMP. Donc moi, j'ai une patiente qui a chanté pendant une ponction. J'avoue que ça fait un petit moment et je ne sais même plus si j'ai eu besoin de faire une anesthésie locale, mais elle a chanté une chanson que j'adorais de Trio qui s'appelle Serre-moi encore. Vous pouvez l'écouter, elle est top. Et elle a chanté ça, mais en plus elle chantait super bien, évidemment. Donc j'ai chanté avec elle les refrains en deuxième voix, hein, parce que c'était quand même très très sympa. Bon, c'était un moment magique pour moi et pour elle, je pense. Et puis quand les transferts sont un peu plus difficiles, hein, quand on sent que le cathéter a du mal un peu à passer, j'essaye de faire chanter les patientes et tout de suite, l'utérus se relâche, le corps se détend et le cathéter passe quand même beaucoup mieux. J'adore le chant. Et donc, je crois beaucoup aux vertus du chant pour tout le monde, mais aussi, bien sûr, pour les patients, que ce soit en fertilité, que ce soit dans des choses un peu plus complexes comme la cancérologie. Je pense que le chant est extrêmement libérateur. Il procure beaucoup de plaisir, il apaise beaucoup. C'est libérateur d'endorphines, hein. Mhm. Ça diminue le stress, ça procure beaucoup de plaisir. Et chanter seul, c'est bien, mais chanter à plusieurs, c'est beaucoup mieux. Les différents grains de voix, en fait, apaisent encore plus et ça donne une sensation de bien-être extrêmement fort et ça ressoude l'équipe qui chante. Et ça permet de développer des liens forts, comme disaient Aurélie Balou et Valentine Gouget. Pour moi, c'est extrêmement porteur, le chant et la musicothérapie, notamment par le chant, parce qu'on est acteur aussi. Vraiment, on sort les tripes quand on chante, hein. C'est une implication de tout son être et je pense que c'est voilà, c'est vraiment très fort. C'est, quand tu évoques ça, moi, ça me fait penser à la notion d'appartenance aussi. Quand on chante en groupe, on se met à appartenir à une petite communauté. Aurélie et Absolument. Valentine, vous avez expérimenté le chant. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur sur ça? Euh, Bah, moi, je garde aussi un souvenir assez mémorable. Enfin, j'ai eu l'occasion à deux reprises de pouvoir chanter avec la chorale du personnel et j'en ai eu la chair de poule et on était tous à l'unisson et on se, on se dit que bah, on fait partie d'un groupe et que les professionnels, ils sont pas là que pour les soins, ils sont là aussi pour passer du temps avec nous. Et ouais, c'était assez fort. Et chaque jeudi soir, quand j'allais à la chorale, c'était un plaisir que juste de pousser la chansonnette. Et c'est vrai que pendant cette séance de chant, bah, on pense à rien d'autre que qu'à donner son maximum pour que la chef de chœur soit super contente de nous. Et voilà.
et on repart en plus super heureux, même si le matin même, on a eu une super mauvaise nouvelle par rapport à des résultats, bah, le soir, on passe ce moment et ça va mieux. C'est assez positif. En tout cas, les ateliers chant, moi, c'est ce qui est ressorti de mon ressenti. J'ai moins fait le modelage parce que bah, malheureusement, pendant un temps, Déborah n'a pas pu être présente. Et donc, j'ai pas osé poursuivre et je crois que ça a été arrêté pendant un petit temps. Et c'est vrai que le chant, je me suis inscrite tardivement. C'est Valentine qui m'a dit, je pensais que c'était beaucoup plus tôt dans l'après-midi et elle m'a dit, mais non, c'est à 18h30 et tout. Alors là, j'ai dit, mais c'est génial, je vais pouvoir venir. Et depuis, c'est tous les jeudis, même quand il y avait une annulation, j'étais super triste, quoi. C'était devenu un rituel. Oui, et puis je suis assez. Non, je suis pas du tout, mais j'avais l'impression de raisonner ensemble. Enfin, c'était Magique. ouais, très beau. Il y a vraiment des moments. Enfin, moi, je me souviens du premier atelier chant, on n'était que deux. Euh, on on s'est retrouvés en larmes avec l'autre patiente, mais on n'a pas parlé de... Psychologue, mais aussi art thérapeute, apporte beaucoup aux patientes aussi, d'une manière différente, bien sûr, mais elles vont pouvoir exprimer des choses via le modelage qu'elles vont pas forcément pouvoir dire en consultation avec toi, par exemple. Euh, tu, tu veux peut-être en reparler un peu? Oui, alors il y a Valentine qui est en train de parler et je parlerai du modelage Pardon. avec plaisir après. Je pense que la Ah, notion excusez-moi. de... Non, je suis Pardon. touchée, je pense qu'il y a eu... Il y a eu D'accord. un petit Il y a un bug. un bug informatique. Excusez-moi. Désolée. Non, mais j'avais terminé. Enfin, je voulais juste rajouter, si je peux revenir un petit peu en arrière sur la question du chant au moment de la ponction. Mais, une des patientes que j'ai interviewées pour le podcast qui était patiente au Diaconesse m'a dit que le médecin lui avait demandé qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez écouter et qu'elle a demandé à avoir du Céline Dion. Et elle m'a dit, en fait, j'avais l'impression d'être bourrée à un karaoké de Céline Dion, alors qu'en fait, j'étais en pleine ponction et que c'était génial. Qu'elle a passé presque un beau moment, quoi. Voilà, Hmm. donc, je suis assez d'accord avec Gwenola. Enfin, voilà, le chant, ça, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Est-ce qu'on raccroche les wagons avec la proposition de Gwenola vers Déborah? Oui, merci. Effectivement, donc il y a l'atelier de chant qui va permettre donc de mettre en son aussi tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Parfois, comme disait Gwenola, ben, le chant, ça ne parle pas à tout le monde et c'est pas forcément simple d'y accéder. Il y a peut-être de la réticence pour certains. Et donc, il y a cette proposition d'atelier de modelage où on est dans le corps, c'est plus statique, hein, évidemment, mais l'idée, c'est d'être. Moi, j'aimais bien la notion de temporalité tout à l'heure dont on parlait, qui est complexe en PMA, parce qu'il y a cette incertitude qui fait qu'on ben, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, on ne sait pas quand est-ce que ce sera fini et comment ça va finir. Et cette oscillation entre ben, parfois des échecs et des moments où il faut ben, retrouver de l'énergie pour aller vers un autre protocole, une nouvelle stimulation, cette temporalité, parfois, elle échappe et elle est un peu chronophage. Donc, ça peut créer de la souffrance, de l'isolement, dont on parlait tout à l'heure, de se mettre un peu à l'écart de sa famille, de ses amis, de se recentrer un peu que sur soi et cette difficulté de mettre en forme et mettre en mots ce qu'on ressent. Elle peut être de plus en plus présente quand un parcours est long et complexe. Et parfois, les entretiens psychologiques sont pas des lieux. Voilà, ça peut être compliqué pour certains patients aussi d'utiliser des mots. Et l'atelier de modelage, l'idée, c'est d'être dans l'expérimentation, dans l'expérience et dans la sensorialité. Alors moi, je travaille où on a plusieurs terres. On a des terres qui sont très douces, d'autres qui sont plus rugueuses.
Il y a des terres jaunes, des terres blanches, des terres noires. Et on est là pour faire des expériences, des rencontres avec soi-même et des rencontres avec la terre. On n'est pas là pour créer, on ne sait pas un cours, on n'est pas là pour faire du beau, mais on est là pour faire des tentatives. Voilà. Et faire avec cet incertain, parce que souvent la terre, ben, c'est un peu particulier, ça peut être un peu ragoûtant, souvent ça rappelle la maternelle. Voilà, il y a quelque chose de très régressif, mais c'est de pouvoir remettre en mouvement cet incertain dans du jeu, dans de l'expérience et dans de la surprise parce qu'on va se surprendre à jouer et à se retrouver un peu enfant et voilà, et à manipuler de la matière qui est un peu informe. Alors, c'est une matière qui est un peu froide, mais très malléable. Et c'est une matière qui peut être travaillée à l'infini, en fait. Donc, c'est ça qui est très intéressant avec cette matière, c'est que si on la garde bien humide, on peut la travailler autant qu'on veut. Et l'idée de l'atelier, c'est déjà de prendre un temps où on va s'ancrer dans le présent, où on va travailler les yeux fermés, toucher les terres, faire une expérience avec la sensation. Moi, j'aime bien prendre ce temps-là où on va toucher différentes terres, les yeux fermés, et voir ce qu'on n'aime pas. Déchirer la terre, la trouer, la taper, on peut la tabasser, on peut y aller, hein, elle résiste, mais on peut aussi la caresser, la lisser. Voilà, et c'est de faire toutes ces expériences et d'être dans son corps et de passer du ressenti à une expérience de l'ordre de l'émotion. Donc, on touche la terre, mais la terre, elle nous touche aussi. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va être dans une expérience du maintenant, de l'ancrage actuel, et on va pouvoir déterminer ce qu'on n'aime pas, et faire des expériences en fonction de ses désirs aussi. Et donc, ça va créer des retentissements internes aussi qui vont être intéressants et importants. Et on va prendre le temps de pouvoir construire un objet et faire cette temporalité qui peut être mortifère de la PMA, c'est de pouvoir avoir une mainmise sur un objet, sur cette création, cette constitution de l'objet. Et utiliser l'incertitude, mais dans la création, une forme. Voilà, c'est l'incertain, on va toucher, ça va faire quelque chose. On va inscrire sa trace de son corps dans la terre. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans le modelage, c'est on travaille en groupe, mais c'est un travail qui est individuel. Donc, les gens savent que bah, c'est tous des patients de PMA, mais on ne parle pas de son parcours. On n'est pas là pour raconter qui on est, là où on est, mais pour faire groupe et pour travailler de façon individuelle, mais tout en se sentant tous ensemble, en fait. C'est un peu ce que disaient Aurélie et Valentine tout à l'heure. Et la Terre, ça a un côté donc sensoriel, réversible, on peut le transformer à l'infini, et ça a un côté apaisant et relaxant. Vraiment d'être dans l'ancrage du maintenant. Et voilà, donc c'est vraiment d'être maître de son temps aussi, parce que dans le modelage, on peut créer une forme en 5 secondes, juste en mettant son doigt dans la terre, et on peut prendre le temps aussi de revenir dessus. Et ce que je propose dans cet atelier, c'est que à la fin de l'atelier, soit on peut prendre en photo ce qu'on a fait et on remet en terre la création, et ça va servir pour les autres ateliers. Donc c'est pas à jeter, c'est toujours dans un perpétuel. Et j'aime bien l'idée de communauté. Ça sert à tout le monde. Ma création, elle va faire partie de ce bloc de terre. Elle va être à l'intérieur de ça. Et on peut aussi revenir à la séance suivante et continuer sa production. Et donc, il y a plein de productions qui peuvent rester comme ça. Certains patients qui reviennent quelques mois après, qui retrouvent leur production et ils savent très bien qu'elle est là. Et de pouvoir être maître de sa temporalité et de son processus créatif aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, on arrive bientôt au bout de l'heure de cette heure de discussion sur ce sujet. Est-ce que je ressollicite là? Je vois qu'il y a une question. Et sinon, mesdames, si vous avez... Alors, est-ce simple de demander des financements au niveau institutionnel pour ces soins? Justement, je voulais parler de la question des tarifs et tout ça, si c'était pris en charge dans le processus de soins. Alors,
notre hôpital est à l'écoute pour ces soins d'accompagnement, bien sûr. Mais il est vrai que tout s'est mis en place par un désir profond de le mettre en place, bien sûr, et des opportunités, des rencontres aussi. Donc, il y a certains soins de support qui sont pris en charge. Typiquement, le modelage, c'est fait par Déborah, qui est psychologue au centre, et donc c'est sur son temps de travail. Euh, Ensuite, pour le chant, c'est pris en charge par l'hôpital. Pour l'atelier en mouvement, donc là, la patiente doit régler sa séance. Pour l'ostéopathie, c'est une convention avec l'hôpital, donc c'est pris en charge par l'hôpital. Et puis pour l'acupuncture, c'est pris en charge par l'hôpital parce que c'est sur le temps de travail de la sage-femme, du coup. Et puis, je pense qu'on a fait on a fait à peu près le tour. Donc, voilà, c'est des soignants impliqués qui mettent en place aussi ça sur leur temps de travail, et valorisés comme tels. Et sinon, il y a des séances qui peuvent être payantes, réglées aux professionnels qui réalisent ce soin de support à l'hôpital. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que vous auriez envie de dire sur ce thème? Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les spectateurs, les spectatrices, parce qu'il n'y a pas d'hommes, comme, dans la majorité des cas? Et est-ce que justement il y a des hommes dans... C'est une question que j'avais tout à l'heure et j'ai oublié de la poser. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu d'hommes? Pas du tout dans Alors, les ateliers? je sais qu'en atelier de chant, Oui. il y a eu une fois un homme qui est venu, mais je sais que c'est très féminin. Hmm. En modelage, c'est arrivé plusieurs fois que des patientes viennent seules et après viennent en couple. Et d'autres fois où ils venaient directement en couple, où c'est un moment aussi pour se retrouver à deux dans ce parcours où on joue à deux aussi. Et ça, c'est chouette de pouvoir remettre du jeu à deux. Et je trouve qu'on on a de la chance au Diaconesse de pouvoir offrir tout ça et de pouvoir offrir cette richesse et aux patients et pour nous aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est de pouvoir se tourner vers tous ces accompagnements. C'est vraiment formidable de pouvoir orienter, indiquer toutes ces propositions et d'avoir cette ouverture aussi de l'équipe pour avoir toutes ces choses auxquelles on croit aussi et qu'on soutient et voilà, pour lesquelles on trouve que ça a de l'importance et ça a du sens dans le parcours. Valentine ou Aurélie, un petit mot de la fin ou vous pensez avoir dit tout ce que vous souhaitez? Non, moi, c'est bête, mais c'est encore un remerciement d'avoir mis tous ces ateliers en place, tous ces supports pour faciliter notre parcours et nous faire vivre plus sereinement celui-ci. Voilà, c'est juste un grand merci parce que c'est pas, ça se passe pas comme ça partout. Hmm. Voilà. Bah, merci à vous aussi d'avoir témoigné ce matin. Valentine. Je rejoins Aurélie pour les remerciements et je voulais aussi rajouter que enfin, il y a toutes ces activités euh, enfin, qui sont des apports de soins pour nous, mais il y a en fait effectivement toute la manière dont on nous parle, dont on répond au téléphone, dont on se souvient de nous d'un appel à un autre. Et je sais aussi qu'après une ponction, non, après un transfert et en attente des résultats, euh, les patientes reçoivent un calendrier Oui, c'est vrai. d'attente des résultats. La Euh, note calendrier. Bah, peut-être c'est toi Aurélie qui en Ouais. parlera mieux, mais enfin, tout ça, c'est des choses qui montrent qu'au Diaconesse, voilà, on s'occupe de nous bien au-delà de nos problèmes de fertilité, quoi. Hmm. Gwenola, un petit mot ou vous avez aussi tout dit sur ce thème-là?
Oui, Et puis, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. En effet, c'est vrai, comme disait Déborah, tous ces accompagnements qu'on propose, on y croit. On pense que ça fait partie aussi du soin. Alors, on a proposé ce type d'accompagnement par enfin, appétence personnelle ou par opportunité de poste et de soignant. Donc, voilà, on aurait pu proposer d'autres choses aussi, hein, bien sûr. Tout est bon à prendre, tout ce qui va diminuer le stress, améliorer le bien-être des patientes et des patients pendant le parcours est vraiment bon à prendre. Et je pense que c'est important, en effet, de prendre en charge les personnes dans leur globalité. Euh, Moi, je suis très, très fière et très contente de pouvoir proposer tous ces accompagnements et l'accompagnement psychologique de nos deux psychologues. C'est très, très satisfaisant pour nous. On sait qu'on a des solutions. On a, comme le disait Déborah, notre staff accompagnement. On fait tous les 2 mois avec moi, la cadre du service, les sages-femmes, nos deux psychologues, dont Déborah, la chef de chœur, l'ostéopathe. Enfin, c'est vraiment très riche et on parle des patientes en effet différemment que du plan médical pur. Voilà, je sais que dans plein d'autres centres, il y a des choses qui se mettent en place et ça peut être aussi fait bien sûr par des praticiens de ville en lien. Mais voilà, je pense que c'est extrêmement important. Et si on pouvait vraiment faire une étude qui prouve, je pense qu'on pourrait noter une petite augmentation de chance, bien évidemment, du fait du meilleur ressenti et d'un bien-être amélioré, augmenté. alors moi, j'ai des petits messages. Je pense qu'on va partager la création radiophonique sur nos réseaux, là, comme ça, les gens vont pouvoir le trouver facilement. Je voulais aussi préciser que Gwenola a écrit et chante une chanson sur un autre projet qui s'appelle Info Fertilité. Donc c'est pareil, c'est une chanson que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Que cette semaine, nous sommes aussi dans le cadre de la Semaine européenne de la fertilité qui est portée par Fertility Europe et que le thème de la semaine, c'est l'accompagnement psychologique des personnes en parcours d'AMP. Que vendredi, nous avons une table ronde avec 2 psychologues sur ce sujet-là, que des bénévoles proposent des ateliers sur ce thème-là et que dimanche, on vous propose aussi un atelier art-thérapie avec une professionnelle de l'art-thérapie qui voilà, va vous proposer une première approche de l'art-thérapie pour les gens que ça pourrait intéresser, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est que cette chose-là. Voilà. Je vous remercie toutes, mesdames, et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.